se dire, on a travaillé beaucoup notamment sur les manifestations festives et autres, en se disant qu'il ne s'agissait pas là aussi de faire des économies dans chacune, mais qu'il fallait peut-être privilégier, privilégier certaines activités qui étaient très importantes pour notre commune, qui étaient très importantes pour les Montgissois. On a eu tout court hier, c'est un moment important de rassemblement, de retour de toutes les générations. On est nombreux, on est en plus autour de la solidarité. Eh bien, on ne va pas faire d'économie là-dessus. C'est-à-dire qu'on aurait pu supprimer la course solidaire et 1 euro par tour pour participer. Ce serait casser une dynamique et, à mon avis, aller à l'encontre de ce qu'on recherche en termes de solidarité. De la même façon, sur le festival ado, on a décidé non pas de supprimer le festival ado, mais de se concentrer sur ce qui concerne la production des adolescents et les ateliers qui leur sont ouverts. Et on a supprimé la partie spectacle fait par un artiste. Donc, des choix qui sont de cette nature, on a supprimé par exemple les dimanches au parc, qui ne donnaient pas une entière satisfaction et qui portaient un peu de flou. Par contre, on a maintenu et on a voulu renforcer les mardis de l'été. Donc à chaque fois, des choix qui correspondent à la dynamique de notre collectivité. Donc des économies là-dessus, et puis des économies aussi, par exemple, pour les personnes âgées, 2 types d'économies sur nos seniors. D'une part, le remplacement du séjour à l'étranger par 2 séjours en France. On a pensé que ce n'était pas forcément la collectivité de payer un séjour, de participer grandement à un séjour pour les seniors qui partaient à l'étranger. Et par contre, que ce qui était important, c'était d'aider ceux qui étaient les plus fragiles, ceux qui ne partaient jamais en vacances, à partir en vacances. Et puis le choix entre le banquet et le colis pour les festivités de Noël, et ne plus avoir les deux comme c'était le cas par le passé. On considère que pour fêter Noël, eh bien, soit on venait en banquet parce qu'on a la possibilité de sortir et puis qu'on a envie de voir un spectacle, de manger avec ses amis, soit on ne peut pas le faire et à ce moment-là, la collectivité offre un colis. Et donc on laissera le choix aux personnes âgées dans ce cadre-là. Travaille également avec les associations, rentrer dans une démarche avec les associations de négociation, de discussion, pour progressivement aller vers une baisse qu'on a fixée à environ 15% sur 3 ans, mais qui va être discutée, négociée avec chacune des associations, afin de voir comment les choses peuvent se supporter, comment elles sont acceptables, comment elles peuvent, elles aussi, les associations, modifier leur fonctionnement pour répondre à cette nécessité de faire quoi, pour répondre à ce manque d'argent public. Il y a des villes à côté qui, a priori, ont décidé de supprimer complètement leurs subventions au MJC. Je l'ai lu sur 2 villes voisines. Nous, on n'a pas choisi cette solution-là. On retravaille avec la MJC, on sait, c'est une de nos plus grosses subventions, on ne peut pas se considérer qu'on ne peut rien faire avec la MJC, mais on s'est dit qu'on allait retravailler sur, non pas simplement le montant de sa subvention, mais les tâches de la MJC. Et comment, parfois, certaines activités qui étaient prises en charge par la municipalité avant pourraient peut-être être prises en charge par la MJC, sachant qu'il y a du personnel et que la suppression de la subvention voudrait dire automatiquement mettre tout ce personnel au chômage, ce qui n'est pas non plus notre objectif. Évidemment, des économies de fonctionnement au quotidien, celles que l'on traque, qu'on retraque et qu'on arrive toujours à trouver des petites solutions, même si ça fait déjà très longtemps que ce travail a été engagé et donc les possibilités sont de plus en plus faibles, mais voilà. Et puis la baisse, c'est un peu un symbole, mais comme on a demandé aux associations, comme on a demandé au personnel, eh bien, je pense qu'à un moment, il fallait que les élus participent de ce mouvement-là, et nous avons décidé de baisser les indemnités des élus de 10%. Tout ça, ça fait des économies importantes, qui avoisinent les 500 000 euros cette année, et l'objectif, ça va être de trouver 500 000 euros d'économies nouvelles chacune des 2 prochaines années. Ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels on va devoir restructurer.
Je pense notamment au secteur de la petite enfance, où nous avons des marges importantes de restructuration pour avoir une offre, là aussi essayer de profiter de la solution pour avoir une offre plus diversifiée et qui répondra peut-être mieux aux habitants, mais en changeant les habitudes et en trouvant de nouvelles solutions. Les micro-crèches, notamment les micro-crèches, qui devraient nous permettre d'avoir des solutions en collectif à un coût moindre et qui vont progressivement remplacer, réduire de façon considérable le service d'accueil familial. C'est une des pistes. La deuxième, c'est tout le secteur de la culture, de la culture et des fêtes, où avec la MJC, avec l'école de musique, nous allons retravailler, et puis et aussi les cours collectifs, les cours municipaux, nous allons travailler ensemble à proposer quelque chose de mutualisé entre ces différentes structures. On doit pouvoir trouver des mutualisations qui doivent nous permettre de répondre aussi bien, mais en faisant des économies parce qu'on ne fait pas tous la même chose. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un directeur pour chacune de nos structures, ou est-ce qu'un seul directeur sur cet ensemble peut suffire? Est-ce que sur les questions de la comptabilité, il en est à peu près de même? Et nous avons certainement des marges dans ce secteur-là. Et puis il y a tout ce qui relève de la mutualisation avec la communauté d'agglomération. Ça commence déjà à porter ses fruits cette année, mais l'objectif va être de renforcer ces mutualisations avec la communauté d'agglomération, de façon à ce que ces économies ne seront pas visibles tout de suite, mais à ce que dans 1 an, 2 ans, eh bien, la mutualisation des services permette et aux communes et à l'agglo de faire des économies. Voilà, et puis on a aussi quelques grands chantiers. Alors les ardilleux, il ne s'agit pas pour nous de vendre des ardilleux, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ni même de le louer. Il s'agit de savoir comment on l'utilise au mieux pour que le personnel qui est là-bas soit efficace pour la collectivité et ne soit pas une charge. Donc il faut qu'on travaille sur cette question. Voilà quelques pistes qui vont nous permettre de continuer ces économies sur les 3 années à venir. Mais ces économies, elles doivent nous permettre, certes, de faire face aux baisses de dotation d'État, mais elles doivent nous permettre aussi de faire face à des projets nouveaux, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter. Il ne s'agit pas de rester et de faire ce qu'on faisait auparavant avec un petit peu moins d'argent et en faire un petit peu moins. Donc il s'agit vraiment de rester sur nos 3 priorités. Il va falloir financer le service citoyen communal dont je vous parlerai tout à l'heure et que nous avons décidé de créer dans la commission. Et maintenant, que fait-on? De même façon, il va falloir financer les projets qui sortiront de l'appel à projet Fraternité que nous allons lancer de quelques jours. Il va falloir continuer à être efficace pour nos enfants et notamment développer tout ce qui est l'informatique dans les écoles. Il va falloir, dans chacun de ces domaines qui sont le domaine, je dirais, le grand secteur social, et pour moi le secteur social, c'est pas simplement le secteur social qui s'intéresse aux plus démunis, mais le secteur social, c'est celui qui s'intéresse à tous les Montrangissois. Je prends toujours comme exemple celui de la cantine, où tous les jeunes Montrangissois, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, profitent largement de la collectivité dans le prix qu'ils payent pour le repas de cantine. Je vous rappelle qu'un repas de cantine pour la collectivité, c'est aux alentours entre 11 et 12 euros. Et que celui qui paye le plus cher, il paye 4,60 €. Donc c'est ce grand champ social qui finalement concerne tous les Montrangissois, et il y a bien des secteurs dans lesquels il faut que nous avancions, parce que la vie est difficile, la vie est compliquée dans notre société, et surtout en Île-de-France, et que nous avons des choses à faire dans ce domaine. Alors, je vous ai un peu parlé il nous reste 2 sujets. Il nous reste le sujet de l'emprunt, mais je vous en ai déjà parlé. Le sujet de l'emprunt, oui, je vous en ai déjà parlé. Nous avons décidé de maintenir notre dette au niveau où elle est, c'est-à-dire que nous emprunterons chaque année l'équivalent de ce qu'on remboursera au capital, de façon à ne pas l'aggraver. Et si on peut faire un tout petit peu moins, ben on fera un tout petit peu moins, mais on n'ira pas plus loin sur la question de la dette. Il reste ensuite les tarifs, et on pense qu'aujourd'hui, sur la question des tarifs, il serait une augmentation des tarifs. Vous avez vu, c'est 1 million d'euros la participation des Montrangissois aux services qui leur sont proposés. Si on augmentait de 10%, ça nous ferait 100 000 €. C'est très loin des besoins qui sont ceux qu'on a pour équilibrer. Et pour autant, c'est énorme pour une famille. Donc,
nous avons décidé de ne pas recourir à ce levier-là et de nous contenter d'augmenter les tarifs du coût de l'inflation, ce qui ne nous empêchera pas de retravailler peut-être, c'est l'année prochaine, à retravailler sur la grille des négociations, où là il y a peut-être quelques marges de manœuvre, et j'inviterai tous les groupes à participer à ce travail-là. Alors il reste ensuite les impôts, et quand on a fait les comptes de tout ça, et ben on s'est dit qu'il nous manquait 500 000 euros. Il nous manquait 500 000 euros pour avoir cette marge d'investissement qui était indispensable, qui nous était indispensable. Ça correspond à peu près à ce qu'on veut faire en travaux d'économie d'énergie. Ça correspond à 8% d'augmentation des impôts sur la globalité des impôts. Et c'est cette solution-là que nous avons décidé de retenir et qui vous sera présentée tout à l'heure dans le cadre du vote des taux. Voilà. Je vais laisser la parole à M. Barouti pour qu'il nous présente le budget. C'est parti pour la série des chiffres. Alors, sur la section fonctionnement en recettes, chapitre 02. Enfin, on fait listing comme ça, après on pourra revenir avec le budget global si vous avez des questions et pour le vote par chapitre. Donc sur l'excédent antérieur reporté de fonctionnement, on va avoir sur le budget 2015 ce qu'on vient de voter juste à l'instant, le report de l'excédent 2014 qui va être de 1 669 286 euros et 58 centimes. Chapitre 013, atténuation de charges, 110 000 euros. Chapitre 70, produits des services, 1 045 300 euros. Chapitre 73, impôts et taxes, 13 178 798. Alors, monsieur le maire, vous avez déjà parlé de la hausse des impôts, il vient s'impacter sur ce chapitre 73. Mais on a l'attribution de compensation qui diminue de 800 et quelques mille euros, 822 000 euros exactement. C'est pour ça que l'écart n'est pas aussi flagrant. Finalement, ça baisse. Si vous regardez entre les deux, ça baisse alors que les impôts montent. Parce que dans le même temps, il y a l'attribution de compensation qui a une hauteur de 800 000 euros qui baisse. Ça monte de 500 000 euros d'un côté, les impôts, ça baisse de 800 000 euros en dotation, donc il y a 300 000 euros. Dotation de participation, chapitre 74, qui passe à 2 270 285 euros. 75, autres produits de gestion courante, qui passe à 167 000 euros. Les produits financiers, 76, donc chapitre 76 à 10 euros. Les chapitres 77, produits exceptionnels à 21 200 euros. Chapitre 042, opérations de transfert entre sections, bon c'est des opérations d'ordre, à 110 000 euros. Voilà, c'est le gros écart, c'est lié à l'année dernière où nous avions des opérations spécifiques avec des rattrapages, c'était l'objet de l'ADN de décembre. Donc un total en recettes pour le budget prévisible de 2015 à 18 571 879 euros et 58 centimes. On a mis un les camemberts en ce moment. Donc voilà, les impôts et taxes vont représenter 71%. On aurait dû les redécouper comme on avait fait tout à l'heure entre la partie ménage et la partie entre guillemets entreprise. On a la partie qui est que je cherche parce que je ne vois pas bien sur mon écran, qui concerne les produits des services en vert à hauteur de 1 045 qui représente 6%, et puis les 12% des dotations de participation qui représentent 2 270 000 euros. Voilà pour les postes les plus importants. On passe au suivant, les recettes de fonctionnement. Pardon, attends, moi c'est moi qui ai fait un truc, c'est voilà, il faut que j'ai les dépenses, j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà, dépenses de fonctionnement. Oui. J'ai juste une petite question. Pourquoi pour le budget punitif de 2014, on prend le crédit ouvert et non pas les titres émis? Parce que ce qui se compare, c'est ce qu'on a voté en 2014 par rapport à ce qu'on a voté en 2015. C'est pas ce que l'on a réalisé en 2014 par rapport à ce qu'on a voté en 2015. Les comparaisons se font de crédit ouvert à crédit ouvert. Donc nous comparons ce que nous avons ouvert en 2014 et ce que nous avons ouvert en 2015. En rappelant que ce qui a été ouvert en 2014 correspond à ce que nous avons voté au budget primitif et aux éventuelles décisions modificatives qui sont rajoutées à ça. Oui. Donc les dépenses de fonctionnement, chapitre 0, on charge à caractère non général, 3 868 050. Donc là, vous voyez, c'est en partie là que commencent les économies. Chapitre 012, charge de personnel à 9 750 000 euros. C'est là aussi le nouvel effort. Alors,
comme l'a dit M. le maire, notamment l'impact de certains transferts d'argent à la CAL et des baisses des heures supplémentaires essentiellement. Pardon ? Et non-remplacement de ouais. Bon, voilà. Virement à la section d'investissement, chapitre 023, donc c'est l'autofinancement qu'on va basculer. 1 529 197,94 €, on le retrouvera pas plus loin. Chapitre 65, haute charge de gestion courante à hauteur de 1 252 327 €. Chapitre 66, les charges financières, donc les intérêts d'emprunt, à hauteur de 872 635 €. Chapitre 67, les charges exceptionnelles à hauteur de 137 500 €. Chapitre 042, dotation des amortissements à hauteur de 662 169 € et 64 centimes. Et chapitre 014, les attributions de produits, donc SRE, SRIF et PIC, qui bondissent à hauteur de 500 000 € pour cette année. Donc on retrouve la même somme que dans les recettes de fonctionnement, un budget à 18 571 879 € et 58 centimes. Si on reprend notre joli camembert, donc vous voyez les charges de personnel sont maintenant à 52% sur la base de budget de cette année. Les charges à caractère général sont à hauteur de 21%, donc globalement l'ensemble diminue. Et voilà, virement de session de fonctionnement à hauteur de 8% pour les postes les plus importants. Donc maintenant on va passer aux recettes d'investissement. Les recettes d'investissement, donc... oui. Je peux poser une question. Allez-y. Sur au 65, vous avez donc intégré les baisses des indemnités des élus. Donc vous annoncez 10%. Moi je lis 150 000 budget précédent et je lis 146 000 propositions nouvelles. Pour moi ça ne fait pas 10%. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des 8/12e ou des choses comme ça. Je veux bien, je n'ai pas fait le calcul exact, vous essayez de m'éclairer. Par contre, si vous les baissez, les 8/12e, ils s'appliquent aussi sur les charges sociales et les caisses de retraite. Et là, je vois que ça augmente. Ça baisse plus, ça augmente. Alors là, il faut m'expliquer pourquoi. De toute façon, vous savez bien qu'on est dans un budget primitif. Je suis d'accord. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, là, on va voter, pour être sûr que ce soit 10%, ça va être au vote tout à l'heure, donc ça va être voté. Donc, à partir du moment où ça sera voté, ça ne peut plus être... c'est l'application de la délibération qui va s'imposer, et donc on sera bien à moins 10%. Oui, voilà. Pour l'instant, dans les tableaux... Dans les tableaux, ils ne sont pas encore. Et après, dans les réalisés, que vous le verrez dans le compte administratif 2015, vous pourrez constater que la décision qui a été prise sera mise en application. Enfin, de toute façon, probablement pas non plus, et à ce moment-là, probablement pas non plus. Et de toute façon, nous ne pourrions pas, nos services ne pourraient pas mandater une indemnité et des charges qui seraient supérieures à ce qui a été voté dans la délibération que nous allons prendre tout à l'heure. Donc ce problème n'existera pas. Donc là, on est bien sur des éléments de budget primitif qui sont toujours... Le budget primitif est toujours une estimation. Sur les charges sur revenus, sur les dépenses de fonctionnement, sur 65, ce qui vous choquait, c'est l'augmentation entre les deux ou pas? C'est ça, c'est l'écart entre les deux, entre le 1 92 et... Ce qui me choque, c'est que le montant, c'est à l'intérieur, d'accord, ok, c'est ce que j'avais, ok, je voulais être sûr d'avoir bien compris ça. Ok. Alors, on retourne sur les recettes d'investissement. Donc j'en étais où? Alors, 21, virement de fonctionnement, on l'a fait. Donc 10, chapitre 10, dotation de fonds divers de réserve, 1 million. Chapitre 13, subvention d'investissement, 39 684 €. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée à hauteur de 2 500 €. Chapitre 27, haute immobilisation corporelle à hauteur de 8 700 €. Chapitre 43, il n'y a rien. Chapitre 24, vente de terrain nu à hauteur de 900 000 €. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert à hauteur de 662 169,64 €. Chapitre 41, on n'a rien pour le BP 2015. Donc on a un total en recettes qui se monte à 7 148 942 € et 0,8 centimes. Avec notre camembert, encore une fois, où on voit la partie vert, c'est l'emprunt qui représente 43%. Et la vente des terrains nus qui va nous représenter 20% pour cette année, et les dotations diverses qui vont représenter 22% à hauteur de 1 million d'euros.
Voilà. On va basculer sur les dépenses d'investissement. Chapitre 1, on n'a pas de déficit reporté, donc on n'a rien. Chapitre 16, remboursement d'emprunt à hauteur de 2 042 500 €. Chapitre 20, immobilisation corporelle à hauteur de 143 820 €. Chapitre 204, subvention d'équipement versée à hauteur de 750 000 €. C'est les montants que vous avez donnés sur le maire concernant la CALP, les différents travaux envers la CALP, que la CALP va réaliser chez nous, pardon. Chapitre 21, immobilisation corporelle à hauteur de 2 044 778 €. Chapitre 23, immobilisation en cours à hauteur d'1 243 439,80 €. Je précise que vous avez dans la note que vous avez reçue un détail de nombre de ces investissements par bâtiment, par type d'investissement. Voilà. Donc 27, on n'a rien, 45, on n'a rien, et on a 0,40 opération de transfert, 110 000 €, et puis les restes réalisés qu'on a vu tout à l'heure dans le compte administratif à hauteur de 806 404,27 €, ce qui nous ramène à nos dépenses d'investissement à hauteur de 7 140 942 € et 0,8 centimes, avec idem notre camembert. Comme je viens de vous le dire, essentiellement c'est les travaux qu'on va réaliser directement sur les bâtiments qui vont être à hauteur de quasiment 2,4 millions rien que pour les bâtiments, sans compter les investissements que vous avez dit, monsieur le maire, sur la voirie avec la CALP, sur les véhicules, les logiciels, etc., sur lesquels on doit investir, la trésorerie, etc. Monsieur Blazer. Vous avez prévu de construire une école rue de Juvisy? Ouais, il y a une petite erreur, on est d'accord. Je l'ai vu ici. Non, mais c'est pas où tu visites le passage. C'est une erreur. Ouais, une erreur banale, un document. Je pense que c'est rue de Savigny. Oui, ce serait mieux de. C'est pas le construire. C'est le passage entre Moreau et Acacia. C'est l'acquisition pour faire le passage entre Moreau et Acacia. On a mis Juvisy dans la Une vieille histoire. Une très vieille histoire. Mais vous savez, c'est pas facile de négocier avec les. Et on n'est pas encore au bout. On va être obligé de passer par une DUP certainement pour réussir à obtenir la maîtrise des terrains. Y a-t-il des questions avant d'avoir des déclarations peut-être? Donc peut-être on peut être aux questions. Vous êtes plutôt. Je voyais prendre votre papier, donc je pense que c'est une déclaration. Donc peut-être une question d'abord. Mme Vernier. Oui, moi je voulais revenir sur le bâtiment de l'armée Leclerc. On a parlé déjà précédemment en question en fin de conseil municipal. Vous deviez nous présenter les projets de restructuration et la finalité de cette salle. Je vous rappelle que je crois que l'ensemble des riverains est contre, le maire de Savigny également. Quelle est l'urgence à investir 140 000 € dans cette salle et à qui est-elle destinée? Est-ce que c'est une salle des fêtes? Est-ce que c'est une salle destinée aux associations? Comment envisagez-vous le parking? Et si c'est une salle des fêtes, comment envisagez-vous la gestion de cet équipement? Non, ce n'est pas simplement une salle, d'ailleurs c'est tout un ensemble de salles. Je vous rappelle que c'est un domaine dont nous avons découvert l'existence complètement par hasard, dont personne ne gérait, qui avait été acheté par mon prédécesseur. Alors personne ne le savait, que les clés n'étaient même pas en possession des services municipaux, c'était le voisin qui détenait les clés. Et moi j'ai découvert cette propriété rue de l'Armée Leclerc, je l'ai découvert le jour de la commission, vous savez, des impôts, la commission des impôts. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert que nous étions propriétaires de cet espace-là. Alors il paraît qu'on l'avait voté avant, probablement. Le principe en avait été voté, mais pas l'achat. Et donc moi j'ai découvert que c'était acheté et personne ne s'en occupait. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de. On a dû tout mettre en œuvre là-dedans et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il a fallu un certain temps parce que personne ne s'occupait de ce dossier. Donc c'est quand même, c'est donc une propriété qui nous appartient, qui est importante, qui offre un nombre de salles très intéressant et qui nous a permis notamment d'y accueillir l'ensemble des associations caritatives de la commune, ce qui est quand même déjà quelque chose d'assez favorable, qui nous permet d'accueillir
le yoga actuellement, et il y a encore des salles qui sont disponibles, et il nous semble important d'utiliser cela pour répondre aux besoins en termes de salles aux habitants. Donc c'est pour cela que nous ferons, et ça peut répondre à la fois aux associations comme aux habitants qui organisent leur anniversaire, voilà, fête de famille, comme on le faisait auparavant à Pierre-Loti, et Pierre-Loti c'était encore plus au cœur de la commune, et ça n'empêchait pas que ce soit fait à cet endroit-là. Donc c'est le même type de salle que nous voulons créer là-bas, tout en travaillant avec les associations qui sont déjà installées pour que ça fonctionne ensemble. En plus, l'avantage c'est qu'il y a un parking à l'intérieur, donc c'est quand même assez intéressant. Et donc voilà, ce travail va être mené à bien. On créera une salle supplémentaire et je recevrai les habitants, j'ai signé une lettre ce matin pour les recevoir au mois de juin pour leur expliquer, et puis leur expliquer, et en présence aussi des associations qui fréquentent le lieu. Voilà. Vous parlez du stationnement qui ne pose visiblement pas de problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les associations caritatives qui utilisent ces locaux ne gèrent-elles pas le stationnement, puisque le stationnement est réparti partout, devant les pavillons, devant les bateaux, partout à Charles. Nous avons mis, les associations maintenant ont mis en place un mode de stationnement qui doit permettre de le faire, et si certains ne le respectent pas, c'est la même règle. Voilà, c'est le même problème qu'ailleurs. Donc s'il faut faire passer la police municipale le samedi matin, on fera passer la police municipale le samedi matin, et puis voilà. Bon, je vous propose de revenir sur le budget. D'autres questions sur le budget? Madame Hérault. Soit vous voulez intervenir des questions sur les comptes séparés. Si c'est une déclaration générale, je vous propose de la faire avant le vote. Plus de détails, alors allons-y. Ou alors on vous les propose quand on votera. Voilà, on les fera au moment du vote, chapitre par chapitre. Donc alors, s'il n'y a pas d'autres questions de la part, je vous propose les déclarations maintenant, puis après on passera au vote. Merci, monsieur le maire. Bien, tout d'abord, je voulais quand même vous remercier de nous avoir fait participer d'une façon active, je dirais, à l'élaboration de ce budget. Je voulais remercier aussi les services de la mairie pour leur aide à la compréhension de tous ces chiffres. Maintenant, je voulais faire une déclaration de notre groupe. En augmentant les taux d'imposition tels que vous le prévoyez, les recettes fiscales passent en 2015 de 6 511 300 euros, voyez poussière, à 7 199 200 euros. C'est parce que vous souhaitez fortement investir en 2015 que vous nous proposez cette augmentation des taux dès 2015, c'est votre choix. Mais cette décision pourrait être différée sur 2016 et 2017 en limitant vos investissements à 4 millions en 2015. Ce niveau de dépense sera déjà difficile à atteindre sur 8 mois. Quand vous regardez les restes à réaliser des années précédentes. Nous vous proposons, en augmentant que de 4% ces recettes en 2015, de réaliser largement la couverture des investissements que vous prévoyez pour cette année, en utilisant les recettes exceptionnelles que vous allez recevoir, 870 000 euros de vente de patrimoine, 243 000 euros d'aide de la CALP, et de reporter sur 2016 les autres 4% d'augmentation des taux. Nous allons voter le budget définitif 2015. Focalisons-nous sur ce budget. On ne peut nier la brutale baisse des recettes, difficilement prévisible. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le gouvernement ait compris ce qu'il avait fait. En augmentant que de 4% les recettes fiscales de la commune, on obtient un équilibre recettes-dépenses avec une épargne brute d'environ 120 000 euros. Si vous y ajoutez 1 650 000 de l'exercice N-1, 870 000 de vente de terrain, 243 000 d'aide de la CALP, vous obtenez près de 3 millions d'euros à verser au budget d'investissement. Celui-ci est abondé par ses propres recettes, environ 1 110 000, l'excédent de l'exercice 2014, 200 000, mais amputé de 2 millions d'euros de remboursement de la dette, il reste donc 2 200 000 en autofinancement. Si vous investissez fortement dans tout ce qui concerne les économies d'énergie, il est évident que ces dépenses d'investissement doivent être financées plus par l'emprunt que par l'autofinancement. Car l'amortissement doit s'effectuer sur un long terme, et comme vous nous le répétez, l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Oui, mais les bénéficiaires seront les générations futures, et elles le seront 2 fois, puisque les charges de la commune baisseront, leurs impôts baisseront normalement.
Il est donc juste qu'elles participent aussi, surtout dans ce type d'investissement, visant à réduire la facture énergétique et à améliorer leur environnement. Le leur. Nous, c'est trop tard. D'autre part, les taux d'intérêt actuels sont extrêmement favorables à un emprunt raisonné, et si pour 2015, grâce aux recettes de vente de patrimoine, vous pouvez n'emprunter que 2 millions, emprunter 2,2 millions, voire 2,4 millions en 2016-2017, permettra de financer au mieux vos investissements sans trop pénaliser le service de la dette en fonctionnement, et en maintenant une dette raisonnable au vu des ratios folkloriques en euros par habitant. Par exemple, en 2017, avec 25 millions d'euros de dette, le ratio sera meilleur qu'aujourd'hui avec 24 millions, puisque notre population va croître d'environ 1000 habitants. Donc, en empruntant 2 millions en 2015, vous couvrez largement vos besoins d'investissement, en les orientant en priorité sur les équipements et travaux visant à réduire les dépenses en énergie, qui sont d'ailleurs celles avec un retour sur investissement le plus rapide. Elles bénéficieront aussi bien aux Morgissois ancrés dans la ville que ceux de passage. Nous avons environ 20 à 30% de turnover tous les 10 ans. Notre groupe rejette donc votre décision d'augmenter de 8% les impôts sur 2015 et vous demande d'amender votre budget primitif tel que nous vous le proposons. Je vous donnerai un tableau qui sera joint. En augmentant de 100 000 euros les recettes aux 70 recettes des services et en limitant les recettes fiscales à 6 900 400 pour ce qui concerne les 3 taxes ménages, soit environ 4% d'augmentation pour 2015 et en reportant les autres 4% sur 2016. Voilà. Une déclaration, non, pas d'autre. Je vais juste... alors je constate que vous êtes d'accord avec nous sur le montant de l'augmentation des impôts. La seule différence, c'est que vous proposez de le faire en 2 fois, alors que nous, on le fait en une seule fois. Oui, voilà. Non, j'entends. Mais c'est un choix. Voilà. Je crois qu'à un moment, c'est un choix, mais qui peut être aussi respectable d'un côté que de l'autre. Je vais dire après, nous, on pense qu'on peut, cette année, au regard de... alors après, on fera le bilan à la fin de l'année, hein, mais on pense qu'on peut générer une grande part des investissements qu'on a déjà travaillés, parce qu'ils ont déjà été travaillés en amont. Et donc ils sont prêts à partir, les marchés sont quasi bouclés pour un certain nombre, et je pense que beaucoup de ces investissements seront tenus cette année. Donc c'est dans cet esprit-là que nous souhaitons inscrire 4 millions de travaux réellement cette année, parce que nous pensons que nous sommes en mesure de les réaliser. Il y a notamment une grosse opération qui est la réhabilitation de Pierre-Loti, la transformation de Pierre-Loti en école de danse et de musique. Et ça, c'est déjà parti, c'est déjà tout prêt, tout a déjà été travaillé depuis très longtemps. Donc on est en mesure de lancer les travaux. De la même façon, sur le COSEC, la réhabilitation du COSEC, le marché est déjà parti. Donc, il est déjà parti, et il aura lieu le marché, pas l'attribution. Donc il a déjà été mis en ligne, et donc bien sûr qu'il n'a pas été attribué parce que le budget n'a pas été voté, mais il est déjà, quand le budget sera voté, il sera voté, et donc on pourra le faire cet été. Et on a comme ça l'école Hirondelle, ça pourra se faire cet été également, etc. Donc je pense que beaucoup des travaux qui sont prévus cette année seront réalisés. Donc c'est pour ça que je pense que nous avons cette capacité cette année à bien engager, et comme je vous le dis, c'est sur 3 ans, et c'est dans cette perspective des 3 ans que nous avons fait ce choix d'augmenter les impôts dès cette année de 8%, puis y toucher après. Après, on peut être en désaccord là-dessus. Par contre, on va avoir un problème pour faire voter vos amendements, parce que si vous proposez un amendement, il faut le proposer au moment du vote du chapitre en question, et il faut qu'il soit équilibré, ou alors vous le mettez dans la déclaration, ça dépend comme vous le souhaitez. Parce que vous ne pouvez pas substituer, il faudrait que vous substituiez l'ensemble du budget avec l'autre budget, ça vous ne l'avez pas, c'est un peu compliqué. Oui, mais ça ne rentre pas avec le détail de tout, donc vous ne pouvez pas substituer. On met dans la déclaration, Voilà. D'accord. Donc je vous propose au vote maintenant chapitre par chapitre, s'il n'y a pas d'autres déclarations. Alors, on va partir donc, dans le document de budget. Évidemment, les questions se posent à chaque chapitre. Ah. D'accord.
on va partir sur le document du budget primitif que vous avez. Vous avez tout le détail des restes à réaliser sur les 2-3 premières pages. Donc, ensuite, vous avez les bilans récap qui sont pour la partie fonctionnement, page 4, et investissement, page 5. Alors maintenant, on va pouvoir commencer le budget dans la section de fonctionnement en dépenses. Je vais le document en bon sens. Ouais, page 9, pardon, vous avez raison, c'est bien. Alors, chapitre 011, charge à caractère général, 3 868 050. Question de Mme Béraud. J'avais une question sur le 6042. Sur le, pardon, excusez-moi. Sur les achats de prestations de services. On a une augmentation de 150 000 euros. Donc, je voulais savoir comment vous... Sur le combien? Le 6042. 60-42. Alors ce chapitre-là, il y a des dépenses supplémentaires et des baisses. Il y a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on a une baisse parce qu'on a une augmentation parce qu'on a une facture de 2014 qui n'avait pas été rattachée concernant la restauration scolaire. Donc en gros, si vous comparez les deux, on devrait avoir 70 000 euros de plus l'année dernière parce qu'on a une facture de plus de 70 000 euros et on devrait avoir 70 000 euros de moins cette année. Ce qui fait qu'on serait en dessous. Voilà, c'est pour ça que ça baisse un peu. Sur le 617, on a l'étude et recherche, on a une grosse augmentation à 55 600 euros pour 2015. Oui, alors, on a des études qui sont nécessaires dans le cadre du PLU, de la modification du PLU. Attendez, je cherche le 617, voilà. Et puis on a souhaité aussi avoir quelques études sur des aménagements, notamment on va faire une étude sur l'aménagement de l'ensemble du terrain de sport avec les tennis, le tir à l'arc, le golf, tout ça, et avoir un projet global sur cet ensemble-là, dans son aménagement, dans la façon dont on peut le remettre en valeur et tout ça. Voilà. Et puis on a une petite étude d'espace vert, fleurissement pour 5 000 euros. Voilà les explications sur ces études. Sur le 627, 6 000 euros de plus pour les services bancaires. Pour les services bancaires. On est à 3 000, on passe à 10 000. Bon, ça, c'est clair, c'est là. Là, je ne sais pas vous répondre. Moi, je ne sais pas. Non, moi j'ai les mêmes détails que tous. On vous donnera une réponse. Voilà, c'est des frais sur les émissions d'emprunt. C'est des frais de dossier ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc on vous donnera une réponse. Et la ligne du dessous, le remboursement de frais au GFP de rattachement, on avait rien en 2014, on a 35 000. C'est quel chapitre? C'est la 628. 600 728. 628. Remboursement de frais à la création. Ah, bah c'est pour les illuminations de. Ça doit être pour les illuminations de Noël ou des choses comme ça, parce que c'est nous qui leur remboursons. C'est eux qui font, mais c'est nous qui remboursons. Ah oui, c'est ça. Parce que c'était dans la clète et je ne comprenais pas, c'est le rattrapage de 2013. Parce que je ne comprenais pas, parce que la somme sur les éliminations elle était vue dans la clète. Et c'est pas comme ça. Donc c'est un rattrapage d'une année précédente. Voilà. Sur le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, on a 150 000 euros de plus. Attendez, on était dans le 011 pour le moment. On était dans le 011. Y a-t-il d'autres questions sur le 011? Donc qui est pour l'adoption du 011, qui est contre, qui s'abstient. Alors, contre, côté de Passion Morangis, et abstention de. Oui, il y a quelques
groupe. Alors voilà, les trois autres, l'opposition. On passe au chapitre 012. Le chapitre 012, donc charge de personnel à hauteur de 9 750 000 €. Des questions sur le chapitre 012? Pas de questions. Qui est pour? Est-ce que c'est le même vote? Pour? Contre? Abstention? Bon, même vote. Vous me dites si c'est plus le même vote après. Chapitre 23, virant à section de l'investissement. C'est le 12. 1 529 197 94. Ouais, mais attends, il est pas dans l'ordre. Le 23 est à la page 13. 1 529 197 94. Non, c'est pas grave. Il est faire le 65. Non, c'est pas grave, on fait dans l'ordre du tableau, c'est pas grave. 1 529 197 94, c'est le virement à la section de fonctionnement. Même vote? Même vote. Alors on passe au 65, qui était à la page 11. Celui sur lequel vous vouliez intervenir. Donc pour un montant total de 1 252 327. Vous voulez intervenir sur le chapitre 65? Oui, s'il vous plaît. Donc, charge de gestion courante qui augmente de 150 000 €. C'est quel? J'ai également une forte augmentation sur le CPRS de 30 000 €. Alors sur 65, l'augmentation elle est liée à un des chapitres qu'on va voir tout à l'heure qui est le point sur le CIALI, qui est le point, il faut que je le retrouve. 65-64. Ouais, non, mais on a un point à l'ordre du jour tout à l'heure sur le CIALI. Donc on a mandaté, on a mis 166 777 €. On va vous proposer tout à l'heure au point 8, donc c'est la cotisation au CIALI qui devra nous être remboursée par la CAL, mais nous on est obligé de l'intégrer. Bon, c'est ce qui fait l'écart principal sur ce chapitre 65. Alors ensuite, vous avez une question sur 65-732, c'est ça? 65 700. Le CCS. Sur le CCS, on équilibre toujours le budget à l'année d'après, quoi. Donc c'est ce qui a été nécessaire pour équilibrer le budget par rapport à la situation de l'année d'avant. C'est l'intégration et voilà. Mais le budget global du CCS n'a pas été modifié. On vote demain, mais à ma connaissance, il n'a pas été modifié. Donc qui est pour 65? Qui est le même vote? Même vote pour 65. On passe ensuite Pour 66 qui est à la page 12, donc les charges financières pour un montant de 872 635 €. Et là, c'est les charges financières liées aux intérêts d'emprunt. Là, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Même vote. Merci. Ensuite, 67. Alors 67, toujours page 12, pour un montant de charges exceptionnelles à hauteur de 137 500 €. Madame Hérault. Oui, c'est la subvention au fonctionnement exceptionnel aux fermiers et aux concessionnaires, 100 000 €. C'est quoi? Ça doit être. Ça, c'est le fermier. Ça doit être. On n'a rien de. C'était le budget précédent, ça, on n'a rien sur le budget 2015. Ah, le fermier, c'est la menace des eaux. Ah, d'accord. C'est pas le fermier, c'est la menace des eaux. Vous savez, on est en affermage, c'est-à-dire que la vie. Non, mais c'est logique, on n'en connaît pas. On est en affermage, c'est-à-dire que la distribution de l'eau et de l'assainissement est sous la forme d'affermage. C'est-à-dire que c'est une sorte de délégation de service public. Et donc maintenant, c'est passé à la CAF, c'est pour ça que ça n'apparaît plus dans le compte. Voilà. Même vote sur ce chapitre. Alors, il nous reste le 042, dotation aux amortissements, qu'on va retrouver à la page 13. Donc, pour un montant de 662 169,64. Bon, là, c'est dans les opérations d'ordre. C'est bon. Même vote. Très bien. Et puis, le douloureux 014. Celui-là, on n'est pas obligé de le voter. Qui est malheureusement en augmentation. Le 014 qui est donc à la page 11, qui maintenant, nos différentes prélèvements vont, j'ai failli dire amende, vont passer à 500 000 €. Non. Non, on passe de 392 à 500 000. Non, mais c'est sur
surtout le pic. C'est le pic, comme on dit cette année. On péréquation intercommunale et communale. Ouais. Donc, même vote? Oui, même vote. On passe ensuite aux recettes de fonctionnement. Alors, recettes de fonctionnement. Voilà. Non, ça c'est recettes d'investissement. Donc on va commencer par le chapitre 13 qui est à la page 14. Chapitre 13, page 14, 110 000 euros d'euros. Les atténuations de charges. Même vote. Si. Produit des services. Chapitre 70, produits des services, 1 045 300 euros. Même vote. Donc, chapitre 73, impôts et taxes, page 15, donc 13 178 798 euros. Donc, bien sûr, vous voyez l'impact deux impacts majeurs qui sont d'un côté la baisse au 73-21, pardon, l'attribution de compensation qui baisse de l'ordre de 800 000 euros, et en même temps la hausse des impôts qu'on va voter après qui est prise en compte au 73-111 pour un montant qui va arriver à 7 199 258 euros. Même vote. 74, dotation et participation, toujours passe 15, 2 270 285 euros. Donc là, vous voyez bien que la DGF baisse. Même vote. 75, page 16. Autre produit de gestion courante, 167 000 euros. Même vote, c'est bon. Ah bah on va aller sur 76, toujours page 15. Produit financier, 10 euros. Je suppose que c'est le même vote, même pour 10 euros. Très bien. Produit exceptionnel. Produit exceptionnel, 77, toujours page 16, à hauteur de 21 200 euros. Même vote. Et opération de transfert en non, c'est bon. Allez, on passe après. Donc on passe ensuite aux dépenses d'investissement, je suppose. Ou les recettes peut-être. Non, dépenses. Oh, je sais pas. Dans l'ordre de les recettes d'investissement. Alors, on fera le 01, c'est le solde que vous avez vu tout à l'heure qu'on a voté avec le CA, avec le delta, l'excédent en investissement qu'on avait entre 2013 et 2014. Ça nous donne un delta de 999 690 euros et 50 centimes pour le solde d'exécution d'investissement reporté. même vote. Donc pareil, on a vu dans la section de fonctionnement le virement dans la section de fonctionnement, chapitre 21, donc à hauteur de 20 529 197 euros et 94 centimes. Même vote. Alors, chapitre 10, et en fait je ne vous ai pas donné les pages. C'est la page 23. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserve 1 million. Même vote. Donc chapitre 13, subvention d'investissement, on est toujours page 23 à hauteur de 39 684 euros. Même vote. Chapitre 16, toujours page 23, nous sommes à 2 500 euros. C'est les emprunts. Ouais. Les 1500 euros, si vous cherchez, sont en bas de la page 23. On est dans les recettes d'investissement. Recettes d'investissement, page 23. Même vote. Très bien. On a le chapitre 27 qui est page 24. Autre immobilisation financière, 8 700 euros. Même vote. Bon, opération 45, c'est lié au transfert d'ACAP, nous n'en avons plus. Opération 24, pardon, produit de cession d'immobilisation, on en a parlé tout à l'heure, c'est les ventes de terrain, donc à hauteur de 900 000 euros. Même vote. 040, qui lui se trouve à la page 040, transfert d'opération d'or, je vois. Exact. Donc 040, page 25, 662 169 euros et 64 centimes. Ce qui nous donne un. Pardon, on peut noter. Même vote. Le total, 7 140 142.
Très bien, on a fait tout le tour. Oui, monsieur Riegel. Juste une petite question, je n'ai pas vu beaucoup de subventions dans les recettes d'investissement. Non, on n'a pas beaucoup prévu. Même au niveau de ce qui va être de recherche d'énergie et l'économie d'énergie. Allez, On va demander. On va demander, mais pour le moment. c'est pas énorme parce qu'on peut avoir Non, c'est bien. 100 000 € quoi, et encore. Et c'est pas simple en termes de Je vous retourne, c'est qu'un budget primitif, on peut peut-être des fois en mettre un petit peu. Oui, mais on verra. Oui. Bon, si c'est en recette, ça pose pas de problème. En dépenses, j'aime moins les dépasser. Mais en recette, ça va. S'il s'agit de signer des documents pour les recettes, moi je suis toujours d'accord. J'ai toujours plus de mal à signer des documents pour les dépenses. Bien. On passe au vote sur l'ensemble du budget tel qu'il apparaît dans votre délibération. Ah, t'as pas fait les adresses. Excuse-moi. Je vais trop vite. Dépenses d'investissement, on y retourne. Donc, on vous a projeté au tableau. Donc, chapitre 16. Chapitre 16, qui est page 19, pardon. 19. Donc, chapitre 16, chapitre 16, emprunt dette assimilée à hauteur de 2 042 500 €. C'est le remboursement de capital de dette. Même vote. Chapitre 20, immobilier, page 18. Chapitre 20, immobilisation corporelle à hauteur de 143 820 €. Même vote. Donc le 204, toujours page 18, subvention d'équipement versé, 750 000 €, c'est le montant, on va parler de la CAP tout à l'heure. Même vote. Chapitre 21, toujours page 18, immobilisation corporelle, 2 044 778 €. Les travaux, on a pas vu. Même vote. Chapitre 23, page 19, immobilisation en cours à hauteur de 1 243 439 €, toujours des travaux. Même vote. Donc, au 27 et 45, on ne peut rien, donc il faut voter, on a le 40. Le 40 qui se trouve page 21, opération d'ordre de transfert entre sections, 110 000 €. Et nous avons le même vote. Et il reste à réaliser, que vous trouvez à la page 22, on en a parlé tout à l'heure, lors de la présentation du compte administratif, donc à hauteur de 806 404 €, 27, je crois qu'on ne vote pas, parce que là, c'est un transfert d'office. Bien. Est-ce qu'on a voté chapitre par chapitre? Est-ce qu'il faut qu'on vote sur l'ensemble? Madame Pilis. Il y a eu 2 emprunts faits en 2014, au total 3,5 millions. Comment? Il y a eu 2 emprunts faits en 2014, Oui. un en fin d'année, au total de 3,5 millions. Ils sont servis à quoi exactement? À l'ensemble des... Vous savez, les emprunts sont plus affectés à... Les emprunts sont plus affectés à une opération. Ils sont affectés à l'ensemble des dispositions d'investissement. Donc ils sont dans le compte de résultat de 2014. Voilà, ils étaient dans 2014. Bien. Donc, le budget a donc été voté par donc 20... il est voté chapitre par chapitre. Hein. Donc, tout le monde va voter. Voilà. Ou pas voter. Donc, je vous propose de passer au vote des taux. Donc, on est revenu... donc, oui. Je fournirai Oui, votre... par dématérialisé. Oui, oui. Merci. Demain. Ce serait mieux pour ces littérateurs copiés. Donc on passe au vote des taux. On n'a pas besoin de réaffirmer toutes les volontés. On a bien débattu dans le budget les raisons. Juste les montants qu'on propose. Les montants qu'on propose sont donc sur le tableau, enfin sur le projeté derrière nous. Donc pour la taxe d'habitation passera donc à 18,37%. La taxe de foncier bâti va passer à 8,89%, le non bâti à 31,61%. Je suppose que tout le monde a déjà dû faire les calculs, donc ce qui veut dire que c'est une hausse globalement sur le foncier bâti de l'ordre de 14,2%, de 5% sur la taxe d'habitation et à peu près l'équivalent de 5% aussi sur la partie foncier non bâti. Sachant que dans les tableaux qu'on vous a donnés en la libération, vous pouvez constater que nos taux restent largement en dessous de la moyenne départementale et de la moyenne nationale.
on vous propose d'approuver les taux de 2015 que je viens de vous citer. Question, remarque. Monsieur Liégère. Juste une petite intervention que Oui. je joindrai à la précédente. Monsieur le maire, vous nous proposez de voter c'est une augmentation des taux d'imposition de 5% pour la taxe d'habitation et de pulvérie. Vous n'auriez pas à faire subir aux Montrégissois le même traumatisme que vous subissez. Mais par contre, en prenant exemple sur la CAC qui nous reverse 243 000 € d'aide de solidarité entre les communes, vous aurez pu atténuer l'effort demandé aux citoyens de notre commune en étalant cette hausse sur au moins 2 années. Je suis là donc conforme à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que nous vous proposons. Alors, juste deux remarques. Sur la taxe foncière, certes, c'est une augmentation plus forte, mais on revient finalement au taux qui était celui de 2013. Donc c'est un choix de revenir à ce taux-là au moment où on a accompagné, au moment où on pouvait le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, donc on décide de revenir au taux de 2013. C'est notre taxe foncière qui est bien plus basse que la moyenne départementale et la moyenne nationale. Donc c'est pour ça qu'il me semble plus important, que l'effort est plus important sur la taxe foncière. Ceci dit, elle est complétée par une augmentation de la taxe d'habitation qui augmente de 5%. Ça correspond en fin de compte à la structure de notre impôt et de nos bases. Voilà. Par ailleurs, effectivement, moi j'aurais préféré ne pas avoir augmenté les impôts du tout, y compris dans cette période-là. Mais si on regarde sur le nombre d'années, si on commence en 2007, l'augmentation depuis 2007, et s'il n'y a pas d'autre augmentation jusqu'à la fin de ce mandat, ça fera globalement 8% d'augmentation des impôts sur 12 ans. Donc, ce que je souhaite, des taux, bien sûr, des taux des impôts. Des taux des impôts. Voilà. Donc, ça fera, effectivement, si ça fait 8% sur 12 ans, ça fait 0,07% par an. Donc voilà. Bien, je soumets aux voix qui est pour, qui est contre. Donc, toute opposition contre. Toutes les oppositions contre. Ah, monsieur Temple-Belmont s'abstient. Je passe ensuite à l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Oui, tout à fait. Donc, comme d'habitude, afin de mobiliser des fonds pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie, la commune doit contracter auprès d'un organisme bancaire l'ouverture d'une ligne de crédit dénommée ligne de trésorerie. Donc cette ligne de trésorerie permettra de faire face aux éventuelles insuffisances temporaires de liquidité, sachant qu'à tout moment on peut recréditer cette ligne de trésorerie utile. Bon. Donc le montant est de 1 500 000 €. En espérant qu'on n'aura pas à s'en servir. Voilà. Le but du jeu, c'est bien évidemment, c'est pas de tirer sur cette ligne de facilité de gestion. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, en abstention, alors Mme Hérault a voté pour. Ah bon, vous avez voté donc l'abstention pour toutes les oppositions. Je passe ensuite à la redevance pour l'occupation de domaines publics pour les ouvrages de transport et de distribution du gaz. C'est exact. Donc, on n'est pas obligé de nous donner non, je ne vais pas donner la formule magique. En gros, voilà, la redevance de domaine public due pour la partie relative au réseau de transport. C'est un décret qui fixe le plafond de cette redevance pour les communes. En 2014, une relation de 1,16% s'applique à la formule dont je vous fais grâce qui est en dessous. Donc le montant total de cette redevance d'occupation du domaine public en 2015 va passer à 1 million, ça fait trop, à 1 660 € et 87 centimes. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de cette redevance. Qui est pour? L'unanimité. Et là, la vraie unanimité. Non, mais j'ai un texte, je dirais après. Ensuite, on passe à la cotisation au CIAVI. Alors, cotisation du CIAVI.
Donc là, les statuts du CAVI prévoient que pour les communes, la possibilité de fiscaliser une partie ou la totalité des charges de structure de ce syndicat. Donc par délibération en janvier, le montant de la cotisation qui est dû par la ville de Morgis pour 2015 passe à 166 777 €. On était à 135 359 en 2014. Donc cette part du CAVI était avant fiscalisée à hauteur de 43% sur la ville de Morgis, et donc récupérée en partie à hauteur de 43% par la commune. Mais depuis le 1er janvier 2015, la commune a transféré à la CALP la compétence voirie à laquelle est associée la compétence hydraulique liée à la gestion des eaux pluviales. Donc par conséquent, la commune a écrit à la CALP et au CAVI pour indiquer que cette cotisation 2015 serait payée directement par la CALP. Cependant, à ce jour, les statuts du CAVI ne permettent pas à la CALP d'adhérer au CAVI et donc de payer directement cette cotisation. Donc il nous revient tout d'abord de payer cette cotisation à la CALP, au CAVI, et de demander à la CALP ensuite de nous rembourser cette cotisation. Donc la participation de 2015 étant de 166 777 €. Donc on vous propose de ne pas fiscaliser cette charge financière et d'inscrire cette dépense au budget 2015, au compte 65-54, et la recette correspondante au remboursement de la CALP au compte 74 751. Qui est pour l'unanimité. Ensuite, attribution de subventions aux associations au titre de l'exercice 2015. Bon, donc Là, j'en ai un tableau. je lis le tableau. Non, on ne va pas lire le tableau. On lit pas le tableau. Donc vous avez le montant des subventions qui s'élève à 542 995 €. Monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, on a demandé à nos associations de faire des efforts, et vous constatez dans le tableau que les différentes associations font des efforts et ont une subvention 2015 en baisse. Néanmoins, comme de coutume, il est prévu que l'enveloppe budgétaire consacrée aux associations figurant dans le budget primitif s'élève à 636 500. Ce différentiel d'un montant de 93 505 € correspond à une enveloppe budgétaire provisionnée principalement pour des demandes de subvention en cours d'instruction ou non encore reçues. Des demandes de subvention sur des projets exceptionnels ou des projets pédagogiques, par exemple des établissements scolaires. À savoir que l'année dernière, c'était 670 000 €. Donc on est en gros en baisse. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur les subventions aux associations? Des remarques au moins? Madame Vermillet. La remarque, c'est que le groupe s'abstiendra sur ce vote parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont ça a été géré pour toutes les associations. Mais on ne peut pas voter contre parce qu'effectivement on n'est pas contre les attributions de Et pourquoi de la façon dont ça a été géré? Non, mais certaines, voilà, la fourchette de 5%, etc. Je trouve que pour certaines, on va peut-être faire plus, d'autres moins. C'était discuté avec chacune. C'était discuté avec chacune. C'est comme ça qu'on envisage. Et la suite, de la même façon. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des membres du conseil municipal qui sont présidents d'associations ou qui sont membres du bureau d'une de ces associations? Mme Pitis, vous êtes membre d'une des associations? Oui. Donc, Mme Pitis ne prend pas part au vote pour l'association, c'est le CMOM. Donc c'est le CMOM, donc Mme Pitis ne peut pas part au vote sur le CMOM. Est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas d'autres présidents d'association ou membres du bureau d'association? Bien, je soumets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Un Pitis, sur les autres associations, vous votez quoi? Vous êtes pour. Donc, pour, mais elle ne prend pas part au vote sur le CMOM. Et abstention pour le groupe Passons-Morgis. Ensuite, nous avons terminé avec monsieur... Non, il y a plus un point. Nous passons à l'attribution de la participation communale à l'école Saint-Joseph pour Mme Léné. Le code de l'éducation prévoit que les communes prennent en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d'association dans les mêmes conditions que celles des classes correspondant de l'école publique. La commune doit verser à l'école Saint-Joseph une participation annuelle
dont le montant par enfant est calculé sur la base des estimations des dépenses de fonctionnement des deux écoles élémentaires publiques. La base de fonctionnement est de 572 par élève pour l'année 2014-2015. Il y a eu cette participation correspond à la valeur fixée en 2013 avec une revalorisation au niveau de l'inflation 2014 de 0,50%. L'école Saint-Joseph comptait à la rentrée de septembre 2014 89 élèves orangissois scolarisés dans son établissement. La participation communale annuelle au titre de l'année scolaire 2014-2015, laquelle s'élève à 50 028,62 euros. Des questions sur cette... Non. Qui est pour? Unanimité. Merci. Nous passons ensuite à l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé de la fonction de receveur municipal. Nous avons eu déjà un long débat sur cette question-là et nous avons pris une motion estimant que peut-être que dans les conditions actuelles, ce n'était peut-être pas la charge des villes de payer cette indemnité. Non, mais ne vous sauvez pas, vous avez le droit de rester. On prend nos responsabilités complètement. Et donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, j'ai dit les noms à ceux qui ne veulent pas. Donc, nous avons considéré que dans l'état actuel des choses, et comme nous demandions des efforts à tout le monde, et bien nous demandait, nous, la majorité, on demandait de faire un effort à M. le receveur en amputant son indemnité de 10% par rapport au maximum. Donc nous vous proposons de la fixer à... C'était pour l'année 2014, évidemment, à 90% du montant maximum qui était de 2624,70 €. Donc on enlève 262,47 € à cette somme. Qui est pour? Qui est contre? Parce qu'on n'enlève pas assez. C'est... pourquoi vous êtes contre, hein. Je veux une déclaration disant pourquoi vous êtes contre, parce que là c'est trop facile. Parce qu'on a présenté une motion. D'accord. On est cohérent. D'accord. Jusqu'au bout. Non, mais parce qu'on pourrait presque commencer, parce que c'est l'imputation de 10% que vous êtes contre. Alors, on recommence. Qui est pour la majorité plus sur la droite, qui est contre la majorité, le groupe pas son enregistré. Je passe ensuite à la demande à M. Barouté, la demande de subvention auprès de l'État pour l'acquisition de photocopieurs et de columbarium. Voilà. On essaie de tendre des coûts en subvention. Bon, on va faire vite, hein, dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources de financement. Et effectivement, on va demander pour l'acquisition de l'équipement, donc vient de citer Michel Maire, pour un montant prévisionnel de 35 025 €. On va solliciter de la part de l'État une subvention. Une subvention de 25 000 €. Je ne sais pas qui. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Non, on est tous pour, je suppose, une demande de subvention. Je n'ai même pas besoin de demander. Donc ensuite, toujours une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de monsieur, notre sénateur, du sénateur de Saône. Voilà, donc là ça va concerner des travaux d'aménagement de locaux, 37 000 € et d'équipements spécifiques pour les écoles pour crèches de 20 000 €. Donc les travaux d'aménagement d'équipements, c'est une crèche, s'élève à 57 000 €. Et donc on va demander à notre sénateur, et là on compte bien sur l'appui de notre maire auprès de ce sénateur, de pouvoir bénéficier de son aide pour la subvention de réserve parlementaire. Voilà. Comme j'ai un autre sénateur qui nous a écrit disant qu'il pouvait peut-être nous aider, la prochaine fois, nous proposerons aussi une demande pour un autre sénateur. Qui est pour? Unanimité. On passe ensuite à la subvention au collège Michel Vigneault pour l'organisation d'un stage sportif. Madame Audran. Dans le cadre du projet pédagogique du collège Vigneault, comme tous les ans, ils organisent un stage à Guinard pour 25 gymnastes
des classes allant de la 6e à la 4e. Il nous demande une subvention de 1 300 € pour le financer dans le budget de ce stage est de 9 140 €. Des questions? Qui est pour? On fait tous les ordres. Unanimité. Ensuite, l'association Médecins du Monde suite à tout cours d'hier. Donc, suite à la course solidaire d'hier, je vous demande d'attribuer une subvention de 1 389 € à l'association Médecins du Monde. Donc il y a eu 1389 tours parcourus hier. Oui, monsieur Laroutier va empêcher les gens de courir. Mais bon, bah oui, ça aurait fait un peu moins. Donc qui est pour? Unanimité, merci. On passe ensuite à la modification. Ah, c'est moi ça. Modification des indemnités des maires adjoints et conseillers municipaux délégués. Donc vous avez toutes les explications. On vous propose de baisser de 10% et ça se traduit par de maire une 58,5% de l'indice 1015 et les maires adjoints et conseillers délégués 15,91% de l'indice 1015. Ok. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, abstention, je ne pas sur mon rangé, c'est monsieur Tempé-Belmont. Ensuite, c'est toujours ma délégation à Péchao. Donc, dans le cadre de. Vous savez qu'habituellement, on envoie toujours une délégation à Péchao pour la cérémonie du 25 avril, en anniversaire de la Révolution des œillets. Cette année, je vous propose que nous envoyions 2 personnes. De toute façon, ça ne coûte pas trop cher. Madame Monjanel, qui est à la fois déléguée au jumelage, mais aussi à la jeunesse, et Monsieur Oulaï, qui est le responsable du service jeunesse, parce que nous organisons cet été un séjour de jeunes à Péchao, et donc ça permettra aussi aux responsables du séjour de préparer le séjour sur place. Donc nous faisons d'une pierre deux coups avec la représentation de la ville à cette manifestation importante pour notre ville jumelée et en même temps la préparation du séjour des jeunes pour cet été. Qui est pour? Unanimité. Je continue avec les tarifs de séjour à Péchao, justement, de Montjanel. Oui, donc suite au séjour qui va se dérouler au mois de juillet, nous avons mis une petite grille de participation donc, qui va de 133 € à 316,16 €. Les dates sont du 17 au 24 juillet et ça concerne 12 jeunes âgés de 12 à 14 ans. Donc une participation de la ville, hauteur de 4 000 € pour le transport et de 2 000 € pour le fonctionnement sur place. Je rappelle que ces 2 000 €, on les verse à la ville de Péchao, qui, elle, organise tout sur place, mais la situation au Portugal est pire que chez nous, et les communes n'ont quasiment plus d'argent, et donc ils utilisent cette somme pour organiser le séjour sur place pour nos enfants. Qui est pour? Unanimité. Nous continuons avec la désignation d'un membre pour représenter au CA de la MJC, donc Mme Torrent à l'émission du conseil municipal. Je propose que ce soit Mme Monjanel qui siège au CA de la MJC, ce dont elle est ravie. Qui est pour? Vous êtes obligé de voter pour, Mme Monjanel. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, le groupe Passion m'enregistre, sauf M. Dufour et Mme Brassin ou pas? Non? Vous êtes abstenu, d'accord. Donc, sauf M. Dufour. Ensuite, convention tripartite avec le Jardin Malice et le Conseil général de l'Essonne, Mme Contremoulin. Merci, monsieur le maire. Elle nous trouvera toujours, à tous les conseils, vous aurez quelque chose à présenter. Toujours, il y a toujours une délibération, il y a toujours un règlement intérieur, il y a toujours un truc. Ah, en plus. Oui, je vous propose de signer une convention tripartite avec le Jardin Malice et le Conseil général
L'agrément et le suivi des assistantes maternelles sont placés sous la responsabilité du président du conseil général. Oui, non, mais à l'époque, c'était le conseil général, je suis désolée. Et il y a quelques temps déjà, le conseil général de l'Essonne avait lancé un groupe de travail afin de repréciser un peu le cadre des regroupements d'assistantes maternelles. Beaucoup d'assistantes maternelles se retrouvaient un peu comme ça. Et donc, il fallait un petit peu recadrer les regroupements. Ça a été fait à titre expérimental par le conseil général de l'Essonne. Et donc, de ce travail est abouti à cette convention, enfin un cadre qui permet aux assistantes maternelles de se regrouper avec une sécurité et un épanouissement pour les enfants. Voilà. Bien. On perturbe sur ma droite. Pas de question. Qui est pour? Unanimité. Et enfin, Mme Contre-Moulin, cette fois-ci, c'est l'autorisation de travaux pour la modification d'un logement communal en lieu d'accueil des enfants, donc en micro-crèche. Eh bien, t'as tout dit. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous allons créer une micro-crèche. Donc, elle se situera au 16 rue Pissou. Donc, c'est l'appartement qui est juste au-dessus. C'est l'ancien appartement qui était au-dessus des mouflets. Oui, voilà. Et donc il faut faire quelques aménagements intérieurs et c'est pour ça qu'on demande l'autorisation de faire ces travaux. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Ah, M. Norbert-Raymond. Quand le vote est engagé, normalement on n'a plus le droit. Hein. Alors, non, mais allez-y. Allez. Non, juste à l'étage. Oui, à l'étage. Non, il y a une entrée, mais à ce jour, on a interrogé les services de l'État sur l'accessibilité, ça ne pose pas de problème. On n'avait pas la possibilité de faire autrement, de mettre ailleurs, que de mettre un service comme ça, un étage sans ascenseur. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de parents qui habitent. Une micro-crèche, c'est pour accueillir 9 enfants. Donc on est dans une situation où on est quasiment dans la structure familiale, et il y a beaucoup de gens qui accueillent des enfants au premier ou deuxième étage, donc ça pose de problème. Les assistantes maternelles habitent parfois en étage. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Alors après, l'avantage c'est qu'on a ces locaux-là. Ces locaux sont bien adaptés, ils sont très grands et ils vont permettre d'avoir vraiment une très belle micro-crèche. Et je pense que c'est vraiment, ça vaut le coup de les transformer de cette façon-là. Et en plus, on a un RAM au rez-de-chaussée, donc ça fait tout un pôle petite enfance qui est vraiment intéressant. Madame Vermillet. Ça ne changera pas le vote, mais vous n'avez pas prévu de le fermer prochainement. Quoi? Vous êtes parti sur on ouvre des services, mais on les referme après. C'est juste pour vous assurer que vous ne le refermez pas demain. Le RAM ou la micro-crèche? Non, je vous ai expliqué que sur la petite enfance, on diversifiait et on allait vers la réduction du service d'accueil familial, qui est la structure qui coûte le plus cher. J'ai vu que notre voisin de Savigny le fermait carrément. Nous, on le réduit, voilà, parce que c'est vrai que le service d'accueil familial, c'est ce qui coûte vraiment plus cher à la charge de la commune. Et donc, on va proposer des structures diversifiées, moins chères, et qui répondront peut-être plus aux attentes des habitants. Est-ce qu'on a avancé quand on s'est réunis avec les chefs d'entreprise dans la zone industrielle? Il y avait un projet de crèche d'entreprise. Est-ce que ça a avancé ou pas? Ça reste une des possibilités. Moi, j'ai rencontré deux entreprises de crèches qui font des crèches d'entreprise. Et ça discute toujours un peu. Il faut qu'ils aient des engagements de la part des entreprises pour être sûr. Et c'est un peu compliqué parce qu'il faut un tiers il faut qu'un tiers soit la ville qui prenne un tiers à sa charge, un tiers pour les entreprises, et ensuite ils espèrent remplir le dernier tiers. Et c'est pas sûr d'avoir cette possibilité. Ça reste une des possibilités ouvertes dans justement la recomposition générale de l'accueil de la petite enfance. Donc cette fois-ci, je peux passer au vote. Qui est pour? L'unanimité. Merci. Deux informations. On a fini avec l'ordre du jour. Je vous donne deux informations, notamment la commission que nous avons créée qui s'appelle Et maintenant que fait-on, qui suite
aux événements de janvier et à la mobilisation du 11 janvier, a débouché sur 2 propositions qui vont on a travaillé sur plusieurs sujets, mais il y en a 2 qui sont en phase de matérialisation, de décision, et donc je voulais vous le dire. Donc on va créer un service communal, un service citoyen communal, donc à destination des jeunes de 16 à 18 ans, pour des missions de 120 heures à réaliser sur une année, avec dérogation possible sur la deuxième année, et qui est des missions qui pourront se faire soit de façon complètement discontinue, en fonction des offres qui sont faites par la ville et les associations, c'est-à-dire que sur le site de la ville, il y aura toutes les offres de possibilités, donc on pourra prendre 4 heures d'une mission, et puis une semaine, 8 heures la semaine d'après ou autre. On pourra aussi choisir de faire tous les matins, un matin par semaine dans une structure, et sur 30 semaines, ça fera 120 heures, ou alors en continu, notamment on pense beaucoup aux élèves dits décrocheurs, à qui on pourrait proposer sur 8 semaines 15 heures de travail par semaine. En Ontario, ça dépassera 15 heures de travail par semaine, et ce serait indemnisé sur une bourse de 400 € versée à la fin des 120 heures. Il y aurait dans les 120 heures, il y aurait aussi 1 à 2 demi-journées de formation aux valeurs de la République, et nous auront un passeport sur lequel sera validé progressivement leurs 120 heures. Et une fois qu'ils auront obtenu leurs 120 heures, ils pourront en toucher d'une part leur bourse de 400 € et ils seront éligibles au job d'été l'année de leurs 18 ans, donc pour les jobs d'été qui sont offerts par la commune. Voilà j'espère que je n'ai rien oublié pour ceux qui sont dans cette commission. Ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, nous lançons un appel à projet, fraternité, qui sera destiné à tous les citoyens ou toutes les associations qui ont un projet pour réunir des gens différents dans notre commune, différents par leur quartier, différents par leur passage, par leur culture. Et donc les projets seront sélectionnés par un jury, et les projets ainsi sélectionnés se verront aider soit d'un point de vue valorisation, communication, soit financièrement, soit de façon logistique, de façon à ce que ces projets puissent voir le jour. Voilà. C'est les 2 premières actions que nous lancerons. Je rencontre les associations la semaine prochaine, et pas la semaine prochaine, demain, et nous lancerons ces 2 actions avec le journal municipal du mois de mai. Voilà. Ensuite, dans les informations, je voulais vous dire que nous avons, avec l'accord de la commission urbanisme, décidé de préempter les parcelles I551 et I552 situées sur la voie de Corbeil pour un montant de 100 000 €. Ça va venir s'ajouter au terrain dont nous sommes déjà propriétaires à ce moment sur la voie de Corbeil, ce qui devrait nous permettre, quand on aura de lancer une opération de requalification pour l'habitat sédentarisé des gens du voyage. Ce que nous espérons faire au plus tôt. On a maintenant 2 parcelles assez importantes. Il y en a une au milieu qu'on essaye d'acquérir rapidement. Et puis, on a ces 2 nouveaux terrains qui sont à côté. Et donc, je pense que plus on aura la maîtrise foncière sur cet espace, plus on pourra le faire évoluer. Voilà sur les informations que je voulais donner au Conseil. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, questions diverses? Alors, Madame Hérault. Concernant la voie de Corbeil, le terrain que vous avez changé, qui fait l'angle de la Lavoisier, il y a beaucoup de constructions qui ne paraissent pas respecter le PLU. À ce moment-là, les écarts entre les maisons sur le devant et l'arrière, on doit avoir 8 mètres, à ce que je sache. Enfin, je ne sais pas, ça ne me semble pas du tout respecté. Donc, il y a effectivement une maison derrière qui s'est faite sans permis de construire, donc celle-là est totalement illégale. Vu la construction, la façon dont elle est faite, on va avoir du mal aujourd'hui, puisque à chaque fois les maires nous demandent de légaliser, de régulariser. Donc on va essayer de voir comment ça va être possible, mais ça va être assez compliqué, puisque alors il faudra peut-être que le procureur demande en une partie
Alors, on est en train d'essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que nous avons dans une situation un peu compliquée. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec les gens avec qui on avait discuté pour les parcelles qu'on a échangées. Ce sont d'autres personnes, mais ce ne sont pas ceux qui... Je voulais voir si c'était une parcelle qui était destinée à rester à la famille. Et vous acceptiez qu'ils construisent pour leurs enfants, de mémoire, 6 maisons. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que on n'accepte rien. Les enfants, ça a été des parcelles, je ne sais pas, qui ont été revendus. Non, pas du tout. C'est plus la famille, apparemment. On avait 2 familles en discussion, on avait toujours la discussion avec une famille. Donc effectivement, je pense que c'est pour les enfants, simplement, ils ne nous ont pas donné le permis de construire. Ils l'ont fait comme ils ne sont pas les seuls. Les gens qui construisent sans permis de construire, on en a régulièrement, quelques-uns. Donc moi, je fais systématiquement un procès verbal que j'envoie au procureur. Très souvent, les personnes sont auditionnées par la police. On nous demande derrière de régulariser. Je l'ai encore dit non aujourd'hui sur un mur plein où j'ai refusé la régularisation. Et maintenant, la balle revient chez le procureur de la République et c'est lui qui tranchera. Moi, je n'ai pas de possibilité de demander la destruction. Je ne peux pas le faire. Le seul qui peut demander la destruction, c'est le procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui décidera soit de faire détruire, soit de classer l'affaire, etc. Mais nous, on n'a pas plus de pouvoir que ça. Je vous rappelle que la seule chose qu'on peut faire quand on note quelque chose d'illégal, c'est de faire un procès verbal qu'on lui adresse. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'époque où il y a eu cet échange de terrain, c'est ce qu'on craignait et c'est ce qui est arrivé. Non. C'est là-dessus qu'on avait alerté à l'époque. Bien. Autre question diverse, M. Damblay-Belmont. Je voulais savoir, puisqu'on a parlé du budget, notamment du personnel des postes non remplacés, de comment était organisé l'effectif de la police municipale et que devenaient les médiateurs. Les médiateurs, on a bloqué, vous avez remarqué, on a bloqué ce fonctionnement-là parce que on a eu du mal à en trouver, et puis aujourd'hui, dans la question budget, dans les conditions budgétaires, on a bloqué ça pour le moment. Et sur la police municipale, on a toujours 4 policiers municipaux, ça. 4 policiers municipaux, 3 ASVP, non 2 ASVP, et puis et des îlotiers. Madame Vernier. J'ai été interpellée dimanche matin à propos rue de Champagne, suite aux travaux qui ont été faits, la requalification. Il y a un problème avec les riverains, parce que du coup ils se retrouvent en zone bleue. Est-ce que vous pourriez envisager la conception d'un matériau riverain qui leur permette de stationner, comme tous les morts du soir, devant chez eux ou pas loin de chez eux sans se faire verbaliser? Ça c'était la première question. Les caravanes, l'aire d'accueil devant le collège, vous avez interpellé ou c'est un terrain communal? Mais voilà, donc sur... Vous en avez d'autres? Sinon je réponds aux 3 questions, ou 4, comme ça j'ai fait tout. Le passage entre les acacias et le skatepark, je pense que ça fait partie des voies privées, entre guillemets, qui sont encore à la charge de la commune pour l'entretien. Là, c'est vraiment une question. C'est une question que... Parce qu'il y a encore des morceaux de verre partout, on s'est baladé et c'est vraiment pas entretenu, donc je pense que ça fait partie des voies privées. Est-ce qu'elle réunit... Non, dans la mesure où elle réunit 2 rues, normalement c'est à la charge de la carte. Donc il va falloir qu'on... Non mais vous savez, on le fait au cas par cas. On l'a fait sur la centre qui est entre Amboisier et l'Avenir. Et puis après, donc celle-là c'est fait, c'est acté, maintenant c'est la calque, c'est certain. Donc là, c'est au fur et à mesure des demandes qu'on va vérifier, donc il faut qu'on vérifie, je demande au service par la même occasion, qu'on vérifie que l'allée qui est entre la rue de Savigny et, alors je ne sais plus laquelle c'est derrière, c'est Arago derrière, je pense que c'est Arago derrière, et donc la liaison entre Savigny et Arago, si c'est à la charge de la calque ou à la charge de la ville. Et dernière question, on avait évoqué quand vous avez parlé de faire travailler effectivement certains salariés ou certains secteurs le week-end, le dimanche, etc. On vous avait demandé de faire un moment, un retour là-dessus, savoir comment ça se passait, s'il y avait des difficultés, si vous aviez prévu d'étendre à votre service. À l'occasion.
questions. Là, je commence par la dernière. On a un ex-CTP donc, au mois de mai, au cours duquel on fait ce bilan. Donc je pourrais vous donner les éléments de bilan suite à ça. Sur la question des gens du voyage, eh bien, nous avons c'est un terrain communal qui est mis à disposition du collège de temps en temps. Donc on a lancé dès le mardi matin, on a lancé la procédure habituelle. Avocat, huissier. Bon, le premier constat d'huissier a eu lieu dès le jeudi matin. La confirmation. Donc maintenant, l'avocat doit être en train de demander une audience. Non, il doit demander un constat d'huissier de justice. On doit être sur cette base-là, on doit être à cette étape-là. Et on vérifie régulièrement que ça avance. C'est l'éternelle situation habituelle. J'ai juste demandé, et j'ai eu la conseillère départementale en charge des collèges au téléphone cet après-midi, j'ai juste demandé au collège qu'ils nous donnent des éléments concrets de gêne, parce que ça peut accélérer la procédure. Dès qu'on a des éléments objectifs de gêne, ça accélère la procédure devant la justice. Donc voilà. C'est dans cet esprit-là que j'ai demandé, mais c'est plus le principal qui doit les donner que le conseil départemental. Voilà. Et sur la rue de Champagne, la difficulté, c'est qu'on a mis en zone bleue parce qu'on a des gens indélicats qui utilisent les espaces et qu'il faut bien les verbaliser. La situation, on avait voulu au départ laisser la première place, parce que finalement il y a très peu d'habitants dans cette partie-là. Donc on avait voulu au départ laisser la première place de façon fixe, de façon à ce que les gens qui habitent au tout début de la rue puissent y aller. Ça paraît compliqué au regard de l'arrêté. Je ne crois pas, il y avait une voiture qui était... Et sinon, oui, le problème c'est que dès l'instant où on laissait cette première place, certains ont profité pour utiliser cette place de façon permanente. Donc on a mis tout en zone bleue. L'étude d'un macaron, pourquoi pas, on ne l'a jamais fait, mais pourquoi pas, ça se réfléchit, oui. On est dans une situation très particulière. Moi, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans jusqu'à maintenant parce que, par exemple, sur la place de Verdun, on aurait été dans une situation insupportable, on n'aurait plus de place. Là, c'est un peu différent puisqu'il y a un seul riverain, sans doute qu'on peut l'étudier. En tout cas, voilà, je voudrais qu'on l'étudie, sérieusement. Voilà, plus d'autres questions? Si, monsieur Légère. Vous êtes bavard, on a fait le budget aujourd'hui. Pardon? On a fait le budget et pourtant il y a encore plein de questions. Ah, oui, c'est incroyable. Je peux en trouver d'autres. Vous deviez répondre à une des trois questions que j'avais à poser, parce que ça concernait effectivement les interventions en réunion de l'association des entreprises de la zone. Ils ont évoqué effectivement le problème de la rue de Champagne et de la résolution du problème de ce commerce de pièces détachées qui perturbe. Mais vous avez plus ou moins répondu déjà à cette question. La deuxième, qui traumatise tous les industriels, enfin toutes les entreprises, c'est le stationnement des poids lourds en transit, puisque on ne parle pas des remorques, des transporteurs qui stationnent d'une façon anarchique sur la voie publique en ce moment et qui ne pourront plus le faire bientôt. Voilà. Et donc cela, il faudra bien qu'ils trouvent une solution, c'est leur problème. Reste à régler le problème des livraisons, des gens qui arrivent le soir, qui passent la nuit là, parce qu'ils vont être déchargés le matin pour repartir recharger. Ou même moins longtemps que ça encore, oui. Donc il y a un problème à résoudre. Je change de casquette et je prends ma casquette de vice-président de la CALP, mais qui était celle que j'avais aussi quand j'étais vice-président de Repessonne, dans le processus. On a toujours dit qu'il fallait qu'il y ait un parking relais, ce qu'on appelle un parking relais, qui gère les arrivées et les départs des véhicules en fonction de la disponibilité de l'entreprise. Quand ils arrivent, ils attendent, et quand l'entreprise est prête à les recevoir, ils y vont. Et donc c'est ce projet-là qu'il nous faut monter. Voilà. Mais c'est bien que, quand on l'a évoqué au début du processus avec les entreprises, ça n'avait pas d'écho. Mais maintenant que les choses se précisent en termes de stationnement, l'écho arrive. Et donc on va pouvoir travailler avec les entreprises pour y arriver. Ça fait quand même un peu plus d'un an qu'ils en parlent quand même, hein, sérieusement. Il y avait des vues sur le bâtiment de la DICS, mais comme
coûtera plus cher de le détruire que Absolument, quelque chose. trop cher. Voilà, donc, ça, on a déjà testé, ça. Ça, on a déjà testé. Ok. J'avais une autre question, parce que j'en avais trois. Il nous en reste une. Voilà, il y a un an, vous avez défini le nouveau règlement intérieur du Conseil, et à cette époque, nous avions demandé que dans la salle de l'opposition, on nous équipe avec du matériel un petit peu plus moderne. C'est-à-dire que il y a un ordinateur, je crois que c'est un boulier, c'est plus un ordinateur, et on demandait à avoir une liaison Wi-Fi et une imprimante digne de ce nom, c'est tout. D'accord. Bon, j'ai des investissements pour Monsieur Barotti, vous avez encore un petit peu par là. C'est bon, c'est noté, c'est noté derrière. Voilà. J'en profite, donc avant de suspendre la séance, j'en profite pour lire la notion d'unanimité. Il n'existe pas dans les textes législatifs relatifs à l'adoption des délibérations du Conseil municipal de définition de notion d'unanimité. Dans ces conditions, seuls les suffrages exprimés sont pris en considération. Les membres de l'Assemblée délibérante qui s'abstiennent de prendre part au vote n'étant pas comptabilisés. Dès lors, l'unanimité des votants est constatée si tous les suffrages exprimés se sont prononcés dans le même sens. Et nous avons une question écrite, numéro 20753 à l'Assemblée nationale, qui est parue au JO du 5 février 1990. Il faut rajouter les votants, parce qu'il y a Ouais. Des votants. Si les autres ne sont pas comptabilisés. Oui, une unanimité des votants, si on veut. Voilà. On pourrait se mettre d'accord sur l'unanimité des votants. On va faire le règlement intérieur. Voilà. Non, mais c'est bon. Allez. Voilà. Donc je vous dis que c'est pas si simple que ça. Je suspends la séance. Y a-t-il des questions parmi le peu de nos concitoyens qui sont venus? Alors, deux questions. Alors, je vous laisse poser les deux questions. Monsieur Remande. Monsieur Remande, je vous écoute. Bonjour. Je voulais juste vous signaler que j'étais délégué pour les départementales pour le Front National. Ça n'a rien à voir avec le Conseil municipal. Non, ça n'a rien à voir avec le Conseil municipal. Donc, je voulais juste vous informer que j'avais fait le tour des bureaux de vote et que j'avais eu un rapport au Courtois avec plusieurs personnes, mais dont il y a eu dans certains bureaux, ça s'est pas très bien passé, où on a refusé de me dire bonjour. Et je voulais juste signaler que je trouvais ça lamentable. Voilà. Chacun est libre de son comportement. Simplement parce que je suis du Front National. Non, stop. Je ne mets pas de débat. Voilà. Donc, de toute façon, je ne sais pas. Monsieur Badin. Oui, moi c'est une question du coup. Je voudrais savoir si on pourrait avoir un marquage au sol, puisque nous avons maintenant une petite rampe d'accès handicapé à Pierre-Loti, même si c'est provisoire, je le sais. Juste parce que en fait, la rampe extérieure qui donne sur le parking, les voitures se garent et mon élève a du mal à pouvoir entrer dans sa voiture avec son fauteuil. Et donc en fait, ce serait juste l'idée de mettre un marquage au sol à côté de cette petite rampe. Pour laisser la place. Pour pas qu'il y ait de stationnement. Voilà, ouais. Même si c'est pas très utilisé, je sais que c'est provisoire. Mais... Bien, pas d'autres questions? Aucune. Je reprends le conseil municipal, il n'y a pas de réponse à apporter. Donc le prochain conseil municipal a lieu en juin, je crois que c'est le 15 juin. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et je remercie les membres de l'administration qui ont siégé aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas participé à l'élaboration du budget.